Alors bonjour à tous. Et donc là, je vais finir très rapidement la séance de la semaine dernière sur l'argument donc direct, avant de passer donc à discuter de l'argument de la manipulation, ce qu'on appelle l'argument de la manipulation. Ce sur quoi je voulais finir sur l'argument direct, et j'ai dû aller un petit peu vite la semaine dernière, c'était que, eh bien, possiblement, si on va jusqu'au bout de l'argument direct, il semble qu'il n'y ait pas de raison finalement de le restreindre au déterminisme. Pour rappeler, c'était un peu l'argument sur lequel j'avais fini, c'est que tous les arguments, tous les exemples qu'on peut donner d'application de la règle B, dans l'argument direct, qui est formulé en termes de déterminisme, en fait, on pourrait aussi trouver des cas indéterministes qui semblent près de ceci. Donc vous vous rappelez, c'était le cas où le type se fait mordre par un serpent, puis en fait c'est un venin déterministe. Puis ça n'a pas l'air de changer grand-chose, en fait. Le type est toujours pas moralement responsable. Ce qui compte, c'est que, il n'est pas responsable de l'événement d'origine, il n'est pas responsable du processus qui amène de ce point d'origine à ce résultat, donc il n'est pas moralement responsable de ce résultat. Et donc, on pourrait se demander si une personne qui va jusqu'au bout de l'argument direct ne doit pas accepter la règle selon laquelle si quelqu'un n'est pas responsable de P, et si quelqu'un n'est pas responsable de P implique Q, alors quelqu'un n'est pas responsable de Q. Mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas en conclure que l'argument direct conclut à l'impossibilité de la responsabilité morale, même dans un univers indéterministe, pas juste dans un univers déterministe. Alors c'est pas un hasard si j'ai voulu finir là-dessus, parce que c'est à peu près la thèse que va défendre Per Boom dans ses ouvrages, c'est qu'il défend l'idée selon laquelle il y a une règle fondamentale qui est que on ne peut pas être moralement responsable de quelque chose s'il existe un processus qui a cette chose pour résultat et sur lequel duquel on n'est pas moralement responsable. Donc là, je vais passer à Per Boom, mais juste pour discuter, dans ce cas-là, si on accepte cette règle-là, ça veut dire qu'effectivement, l'être humain ne peut pas être moralement responsable, sauf si, ils peuvent créer des boucles temporelles, quoi. La seule façon d'échapper à la conclusion selon laquelle nous ne sommes pas moralement responsables, c'est d'avoir une sorte de cercle dans la causalité. Mais bon, a priori, c'est pas trop accessible pour la plupart d'entre nous, donc ça n'est pas une solution très intéressante. Une dernière façon... Alors, une façon de rejeter l'argument direct qui a été proposé par certains compatibilistes, c'est de dire que, en fait, il y a une règle comme B qui est intuitive, mais B, c'est pas la bonne formulation. En fait, si on trouve la règle que les gens suivent, par exemple dans le cas du serpent, c'est une règle beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste et beaucoup plus compatibiliste. Par exemple, on peut proposer la règle suivante, c'est pourquoi est-ce que les gens ne sont pas responsables dans des cas comme serpent? Simplement parce que si personne n'a joué de rôle dans le fait que P, et si personne n'a joué dans le rôle dans le processus qui conduit de P à Q, alors personne ne peut être moralement responsable de Q. Ça paraît... Mais ça, c'est un principe qui ne démontre pas que le déterminisme empêche la responsabilité morale. Parce que dans un monde déterministe, les agents jouent un rôle. Ils jouent un rôle causal. Donc on pourrait aussi défendre l'idée selon laquelle la formulation B est trop exigeante, et on peut trouver des formulations beaucoup plus modestes comme celle-ci. Enfin, une dernière limitation qui, à mon avis, n'est pas beaucoup discutée de l'argument de Wallenwagen, c'est qu'à mon avis, il repose sur une confusion. C'est-à-dire que quand il dit que personne n'est responsable du fait que P implique Q, ou que P conduit à Q, dans les versions un peu révisées, le fait que P conduit à Q, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir décrire le processus temporel causal qui amène de P à Q, ok, et ça peut aussi entendre les lois de la nature qui font que P va entraîner Q. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? L'idée, c'est que personne n'est responsable des lois de la nature, ça, on est à peu près d'accord, mais ça ne veut pas dire que personne n'est responsable du processus qui amène de P à Q. Pour prendre un exemple, on peut dire que, je ne sais pas si c'est un court-circuit qui met le feu à un immeuble, on peut dire que le court-circuit ne joue aucun rôle, n'est pas responsable causalement des lois de la nature qui font que le court-circuit se produit et va mettre le feu à l'immeuble, mais ça ne veut pas dire que le court-circuit ne joue aucun rôle dans l'incendie, vous voyez. Donc on pourrait dire que, effectivement, Wallenwagen a raison de dire que personne n'est responsable du fait que P implique Q, si par le fait que P implique Q, on entend les lois de la nature. Évidemment, personne n'est responsable des lois de la nature. Mais si on entend le processus qui amène de P à Q, là, en fait, c'est beaucoup plus discutable. On ne peut pas juste présupposer que personne n'est responsable du fait que P conduit à Q. Vous voyez. Donc quelqu'un pourrait dire, il peut y avoir une ambiguïté là-dessus.
Donc voilà, il y a plusieurs raisons de douter de l'argument de Wallenwagen. Et surtout, il y a, ce problème qui est que bon, bah, si on le pousse vraiment jusqu'au bout, est-ce que finalement c'est vraiment un argument contre la compatibilité du déterminisme et du libre arbitre, ou juste c'est un argument contre la possibilité du libre arbitre, en fait, hein, si on, si on va jusqu'au bout de certaines formulations. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'argument direct avant qu'on passe à la suite? Ou est-ce que ça va, vous avez à peu près compris? Donc il faut vraiment voir que l'argument direct, dans la littérature actuelle, c'est un peu un des arguments fondamentaux pour l'incompatibiliste libertarien. Alors libertarien, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'on est incompatibiliste, mais la liberté morale est possible. Je dis ça parce que l'argument de la manipulation qu'on va voir maintenant, elle est proposée par quelqu'un qui est un incompatibiliste dur, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que la responsabilité morale n'existe pas. Et donc, même si les deux sont des arguments incompatibilistes, ce n'est pas forcément le même genre de philosophe et le même genre de population qui utilisent les deux. Donc vraiment, l'argument direct, c'est un des arguments majeurs si vous êtes un libertarien. Et l'autre alternative pour les libertariens, en général, c'est l'argument des possibilités alternatives. Mais on a vu qu'il y avait quelques problèmes avec cet argument-là. Mais donc, je vais quand même passer à un autre argument incompatibiliste aujourd'hui, qui est donc l'argument de la manipulation. Voilà. Alors, je fais ça. Donc l'article que je vous ai donné à lire pour aujourd'hui, c'est un article de 95 qui s'appelle Déterminisme al dente. Et c'est un papier où il y a beaucoup de choses quand même qui se passent. Je pense que vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses différentes qui sont discutées. Et en fait, bon, le papier a donné une version étendue qui est ce livre qui est assez connu, qui est Living Without Free Will. Donc c'est assez clair, hein, c'est vivre sans libre arbitre. Donc l'auteur c'est Derek Perboom, et donc Perboom il est connu pour être un grand représentant de la position donc du hard déterminisme, hein, du déterminisme dur, même si lui il appelle ça al dente pour des raisons qu'on verra. Il faut vraiment voir, hein, par exemple, un des ouvrages qui est paru il y a une dizaine d'années dans la littérature, c'est Four Views on Free Will, quatre conceptions du libre arbitre, qui est un ouvrage écrit à 4 dans lequel vous avez plusieurs personnes, des grands représentants des théories. Et pour la théorie du compatibilisme dur, c'est Perboom qui écrit le chapitre. Donc c'est vraiment un représentant majeur de cette position. Un autre représentant, ce serait Ted Onderick, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui est un grand représentant de cette position, mais qui en même temps est moins discuté dans le débat philosophique, parce qu'il est plus du genre à dire, bon bah voilà, c'est clair que tout ça c'est des conneries. Il ressent moins le besoin de discuter avec les philosophes. Donc, Living Without Free Will, c'est un ouvrage qui se découpe en un certain nombre de chapitres. Le premier chapitre, sur lequel je vais revenir, s'appelle Alternative Possibilities and Causal History, et c'est un chapitre où Perboom explique en quoi les cas Frankfurt ont raison. Donc c'est assez marrant, parce que c'est un ouvrage écrit par un incompatibiliste, mais qui commence très clairement sur, voilà, il y a un après Frankfurt. Frankfurt montre vraiment que ce n'est pas la présence de possibilités alternatives qui va nous donner la responsabilité morale. Néanmoins, je suis incompatibiliste, parce qu'il y a d'autres raisons d'être incompatibiliste. Mais la théorie principale de Perboom, c'est qu'il est incompatibiliste parce qu'il pense que le déterminisme est incompatible avec la responsabilité morale et le libre arbitre, mais il pense que le libre arbitre n'existe pas. Pourquoi ? Dans les chapitres 2 et 3, il discute différentes sortes de différentes sortes de libertarisme, hein, donc de gens qui pensent que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme, mais nous sommes moralement responsables. Et bon, je le dis vite fait, mais on reviendra dans d'autres séances. Dans le chapitre 2, il discute ce qu'on appelle l'event causal libertarianisme, donc le libertarianisme de la causalité par les événements. Le libertarianisme de la causalité par les événements, c'est l'idée que les événements, comme les décisions, puis leurs actions, sont causés par une chaîne causale qui ne fait intervenir que des événements. Hein, c'est j'ai tel état mental, tous ces états mentaux vont causer une délibération, qui va causer une décision, qui va causer une action, etc. C'est juste que cette chaîne causale, elle est indéterministe. C'est-à-dire que ce n'est pas 100% sûr que tel désir vont causer telle décision, etc. Et ça, pour Perboom, c'est de dire, c'est bien joli, mais bon, ça fait quand même deux problèmes. C'est que soit ça veut dire que mes décisions sont causées par des événements antérieurs, hein, mes états mentaux, qui eux-mêmes sont causés par des événements antérieurs dans le monde extérieur. Et finalement, le fait que ce soit indéterministe, est-ce que ça ajoute beaucoup, en fait?
Ça veut toujours dire que ce que je fais est toujours déterminé, et pas déterminé au sens 100%, mais est causé par, est expliqué et causé par des événements extérieurs. Donc je ne vois pas trop où est la liberté. Et son autre argument, c'est, et si on me dit que c'est complètement aléatoire, qu'il y a des trucs qui pop comme ça, il y a un état mental qui apparaît comme ça du néant, bah du coup, est-ce que j'en suis vraiment moralement responsable? Parce que si ça apparaît au hasard, j'ai aucun contrôle là-dessus, donc je ne vois pas trop en quoi c'est intéressant. Donc il dit, voilà, si la liberté existait, ça pourrait pas être, ces théories ne pourraient pas en rendre compte. La seule façon dont on pourrait être libre, c'est si on était un agent causal libertarianism, donc un libertarianisme de la causalité agentive. Alors qu'est-ce que c'est le libertarianisme de la causalité agentive? Je décrirai ça plus en détail, mais c'est l'idée que ce ne sont pas des événements qui causent des actions, ce sont les agents eux-mêmes. Ce n'est pas des choses qui arrivent dans les agents, tel état mental, tel machin, tel truc, c'est l'agent. L'agent est une cause, voilà. Et c'est une cause incausée, forcément, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Et bon, bah là, je rentrerai plus en détail quand on en discutera. L'idée, c'est, ah ouais, si ça existait, effectivement, on serait libre. C'est dommage que ça puisse pas exister, quoi, parce que métaphysiquement, on ne voit pas trop à quoi ça ressemble. Et puis, ce que dit Per Boom, c'est que, bon, clairement, on est des êtres matériels, au moins. Enfin, lui, ou en tout cas, nos états mentaux surviennent sur nos propriétés matérielles. Et comme les propriétés matérielles sont soit déterminées, soit dues à un hasard quantique, on ne voit pas pourquoi l'agent qui est composé par ces propriétés serait moralement responsable, plus moralement responsable que ça, de façon magique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui rejette l'idée que la liberté morale, la responsabilité morale est possible au sens libertarien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... soit c'est quelque chose de très modeste qui fait appel à un hasard un peu quantique, et les états mentaux ne causent pas de façon déterministe, mais causent probabilistiquement les décisions. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas en quoi c'est intéressant. Soit il y a un truc qui serait intéressant, qui serait ce truc où c'est l'agent qui cause l'action, mais ça, c'est juste pas possible, quoi. On ne voit pas métaphysiquement ce que ça... Ça ne semble pas cohérent avec notre vision un peu scientifique, naturaliste du monde. Et donc, du coup, il arrive au 4e chapitre en disant, bon voilà, j'ai éliminé un peu tout le libertarianisme, et maintenant, il faut que je discute du compatibilisme. Et donc, c'est là qu'il discute l'argument que je vous ai présenté aujourd'hui, comme étant son argument principal contre le compatibilisme. Et enfin, les 3 derniers chapitres sont consacrés à discuter qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a montré que la responsabilité morale était impossible, quelles sont les conséquences pratiques. Et la grande thèse de Per Boom, c'est que ça a des conséquences pratiques importantes. Okay. Par exemple, il faut complètement revoir pour lui la façon dont on comprend le système pénal, le système de punition. Parce qu'il n'y a pas de mérite vraiment, on ne va pas punir les gens parce qu'ils méritent d'être punis, il faut trouver d'autres raisons, d'efficacité, de choses comme ça. Mais ça n'est pas si dramatique que certaines personnes voudraient le dire, parce qu'il y a des philosophes qui disent, voilà, c'est un peu la fin de tout. Si les gens savent que le libre arbitre n'existe pas, alors tout le monde plonge dans le nihilisme et l'immoralité la plus totale, la société s'effondre. Donc c'est quelqu'un qui défend, mais il y a un certain nombre de pratiques qui font quand même encore sens, c'est-à-dire chercher des choses qu'on aime, chercher un sens à sa vie, trouver qu'il y a des choses qui sont bien ou qui sont mal, des choses qui sont positives ou négatives. Tout ça, ça reste possible dans un monde déterministe, donc ça va. C'est pas si catastrophique que ça. Donc je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans, mais pourtant, vous aviez énormément de questions sur ce point-là. Donc il faut vraiment savoir que la plus grosse partie de la carrière de Per Boom, après, c'est vraiment d'essayer d'explorer ce que sont, selon lui, les conséquences pratiques de l'abandon de la croyance au libre arbitre. Par exemple, là, il y a ce livre que je n'ai pas encore eu le temps de lire, qui s'appelle tout simplement Free Will, Agency and Meaning of Life. Donc c'est toujours encore une fois, qu'est-ce qui se passe pour la vie, pour la vie bonne, pour le sens de la vie, une fois qu'on a abandonné la croyance au libre arbitre. Donc c'est vraiment un thème très important dans l'œuvre de Per Boom, et ça a soulevé un certain nombre de questions qui tournent un peu autour du même thème, souvent. Donc par exemple, il y a celle-là. Per Boom semble défendre le hard determinism en argumentant, entre autres, que ses conséquences ne seraient pas si désastreuses que l'on pourrait le penser au premier abord. Or, même en supposant qu'il ait raison, il me semble peu convaincant de défendre une telle position en se basant sur ses conséquences. Je suis assez d'accord, en fait. Par exemple, si vous reprenez le texte de Hume sur le libre arbitre dans l'enquête sur l'entendement humain, une des premières choses que dit Hume au début du chapitre, c'est qu'en fait, on ne peut jamais juger qu'une théorie est vraie ou fausse sur la base de ses conséquences pratiques. Et il dit ça justement parce qu'il va discuter du libre arbitre. Donc il dit, voilà, on ne peut pas trancher une question au sujet du libre arbitre en disant qu'elle va avoir des mauvaises conséquences, donc il faut l'abandonner. Donc effectivement, Per Boom a l'air de discuter dans son texte
de l'idée que bon, il y a des gens qui refusent le hard determinism parce qu'ils pensent que ça aurait des conséquences trop vraiment horribles, et lui il va dire voilà, ça n'a pas des conséquences si horribles, peut-être même que c'est un peu positif sur certains côtés, etc. Effectivement, on pourrait se demander en fait si tout simplement la vraie réponse ce serait pas juste de dire que c'est pas une bonne objection. C'est pas parce qu'une théorie a des conséquences néfastes qu'elle est fausse. Après, c'est toujours difficile parce qu'il y a certains qui peuvent dire oui, mais en fait, moi, je dis pas que la théorie est fausse parce qu'elle a des conséquences néfastes. Je dis qu'elle est fausse parce qu'elle a des conséquences clairement fausses. Hein. Quelqu'un pourrait dire voilà. En fait, l'idée, c'est par exemple, imaginons que vous dites voilà, si le hard determinism est vrai, alors la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Alors, vous avez une version, c'est oh, ce serait trop triste si la vie ne valait pas la peine d'être vécue, donc je ne vais pas accepter cette théorie. Et là, ça a quand même l'air d'être un mauvais argument, on est d'accord? Mais il y a une version, on pourrait la reformuler en si le hard determinism est vrai, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est clair que la vie vaut la peine d'être vécue, donc le hard determinism est vrai. Hein, vous vous rappelez, c'est un peu le même argument que celui de Wallenwagen. C'est bon, moi je sais que le déterminisme est faux parce que je sais que je suis moralement responsable. Il ne dit pas ce serait triste si on n'était pas moralement responsable, c'est clair qu'on est moralement responsable, donc le déterminisme est faux. Mais bon, c'est vrai que dans le texte de Per Boom, là, ça a l'air vraiment plus discuté sous l'angle du côté pratique, et donc c'est vrai que ce n'est pas forcément un excellent argument de dire il faut accepter cette théorie parce que les conséquences sont bonnes, ou il faut rejeter cette théorie parce que les conséquences sont mauvaises. Mais je pense qu'en fait, ce qui intéresse vraiment Per Boom, c'est de discuter quelles seraient les implications pratiques, quoi. Je pense qu'il ne discute pas de ça tant pour discuter de si ça dit que sa théorie est vraie ou fausse, mais parce que le thème même l'intéresse. Oui. Je ne suis pas sûr que je vais réussir à formuler ma question, mais si on est déterminé, il n'y a qu'un scénario. Ouais. Du coup, qu'on croit au libre arbitre ou qu'on n'y croit plus, ça ne devrait rien changer. Et on a l'impression que si on croyait à un libre arbitre et que tout d'un coup on n'y croyait plus, ça changerait ce qui serait censé se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous m'aviez envoyé une question là-dessus ou pas? Non, parce qu'il y en a une qui est exactement pareille, mais je vais déjà répondre à celle-là. Alors, il n'y a qu'une solution possible, mais ça ne veut pas dire que le fait de changer ou pas, que le fait d'y croire ou pas ne change rien. Imaginons, nous sommes dans un monde déterministe. Et moi, par exemple, ma psyché humaine fait que je me mets en colère contre les gens quand je pense qu'ils sont responsables d'une injustice. Mais si j'apprends que cette personne, en fait, n'est pas responsable, que c'est une calomnie, qu'elle a été piégée, etc., du coup, ma colère va diminuer, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que mes croyances n'ont aucun effet, on est d'accord. Après, c'était déterminé de tout temps que je prenne conscience que c'était un piège, etc. Mais ce que dit Per Boom, c'est ça. En gros, c'est même si le déterminisme est vrai, si j'arrive à vous faire changer d'avis sur la réalité du déterminisme, peut-être que vos attitudes vont changer. Hein. Et effectivement, c'est déjà déterminé d'avance si je vais y arriver ou pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien que je le fasse ou pas. Ça veut dire, par exemple, si en lisant mon article, vous changez d'avis, vous pensez que la réalité n'existe, que la liberté n'existe pas, et vous arrêtez d'en vouloir à tout le monde et d'être en colère contre les gens parce que vous les voyez comme profondément pas responsables de leurs actes, ça c'est une chaîne d'événements qui est compatible avec le déterminisme, on est d'accord. C'est pas du tout impossible dans un monde déterministe. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est juste que c'est ce qui était prévu. C'est pas prévu, mais c'était c'était l'enchaînement nécessaire de ce qui était avant, quoi. Personne n'avait prévu ça, mais c'était l'enchaînement nécessaire de ce qu'il y avait avant. Mais ça ne veut pas dire que du coup les écrits, ça ne veut pas dire que c'est le fait de croire ou pas ne fait aucune différence. Hein. C'est si vous aviez cru, vous n'auriez pas la même attitude. C'est parce que vous n'y croyez pas que vous avez cette attitude. Bien sûr, étant donné le passé, c'était impossible que vous y croyiez. C'était nécessaire que vous finissiez par être convaincu par Per Boom et ne pas y croire. Est-ce que vous voyez c'est encore cette idée que pour juger de l'efficacité causale de quelque chose, on regarde des possibilités alternatives, mais qui ne sont pas des possibilités alternatives métaphysiques. Ça ne suppose pas que métaphysiquement c'était vraiment ouvert, par exemple. Vous pouvez dire, voilà... Par exemple, vous pouvez dire, voilà, imaginons qu'il y a une avalanche et qu'elle tombe, ça tombe juste à côté d'une maison, vous pourriez dire, voilà, il aurait suffi que ça tombe 2 cm de plus à droite et la maison aurait été écrasée. Et c'est un énoncé qui est vrai, même dans un monde déterministe. C'est juste que, l'antécédent n'aurait jamais pu être vrai, mais le conditionnel est vrai. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ce que dit Per Boom, c'est,
Si vous aviez continué à croire au libre arbitre, vous auriez vécu différemment. Mais puisque mon truc vous a convaincu, vous avez changé d'attitude, etc. Donc le déterminisme n'empêche pas les choses d'être efficaces. Donc non plus ça n'empêche pas vos changements d'opinion d'être efficaces, ni les arguments qui vous font changer d'opinion d'être efficaces. C'est ça qu'il faut se dire, oui, il y a un seul chemin possible, mais ça reste vrai que si les choses avaient été différentes, ce serait passé de la même... Et c'est tout ce qu'on a besoin pour un énoncé causal. On peut discuter que pour un énoncé sur la liberté, la responsabilité morale, ça ne suffit pas à ce genre de conditions vraiment très conditionnelles, qu'il faut vraiment une possibilité alternative absolue, mais pour un énoncé causal, ça paraît plausible. Je ne sais pas si on peut trouver des trucs du genre disant, voilà, s'il n'y avait pas eu si les constantes cosmologiques avaient été différentes, eh ben, l'état de l'univers serait très différent aujourd'hui. Ça, c'est compatible avec une vision déterministe, quand même, de dire ça. Alors, il y a une question très très longue. Alors, je profite de l'article de Perboom pour aborder une sorte de mélange de niveaux d'analyse. 2 questions sont traitées dans son article. La première étant le fait de savoir si nous sommes déterminés ou non, et la seconde concernant l'attitude à adopter, blâme ou louange, dans le cas où nous serions déterminés. Néanmoins, il me semble incohérent de se demander comment nous devrions agir si nous apprenions que nous sommes déterminés, puisque par définition, nous ne pourrions pas décider de notre conduite. Est-ce que les termes choix-décision continueraient à désigner le même processus mental ? Ne deviendraient-ils pas des synonymes de la découverte des déterminations, une sorte de mise en scène nécessaire à la révélation de la seule et unique option possible ? Alors je viendrai sur le truc de Kant après, parce que c'est un peu un truc séparé. Donc Perboom est un spécialiste de Kant à l'origine, il a fait sa thèse sur Kant. Alors, la réponse est plutôt non. L'idée c'est que le déterminisme implique que nous n'avons pas le choix, il n'y a pas de branchement dans... Mais il n'est pas incompatible avec le fait que nous fassions des choix. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Si par le choix, on entend une opération mentale, le déterminisme n'implique pas que nous calculions, nous avons des buts, nous avons des croyances au sujet de ce que chaque action donnera comme résultat vis-à-vis de ces buts. Donc nous pouvons réfléchir à ce que chaque action va faire. Et puis, quand nous réalisons que telle action est celle qui va le plus remplir nos buts, alors nos croyances et nos désirs nous amènent à choisir cette action et à faire ce but. Ça, c'est totalement compatible avec le déterminisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça? Ou pas du tout? Donc, dans ce cadre-là, effectivement, le fait d'apprendre quelque chose sur la réalité du déterminisme ou sur la réalité du libre arbitre, parce que ça modifie nos croyances, peut modifier notre comportement dans un cadre déterministe, en fait. Donc on peut faire des choix, on peut continuer à faire des choix, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire c'est déterminé de tout temps qu'on ferait ce choix. Ça, c'est toujours réussir à se mettre un peu dans cet état d'esprit-là, un peu bizarre. Mais est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des objections là-dessus? Je ne sais pas qui avait posé la question. Et voilà, est-ce que ça satisfait un peu votre réponse ou pas complètement? C'est tordu, mais oui. L'idée, c'est qu'on continue à faire des choix. Ça, je pense que c'est à peu près d'accord. Par exemple, vous pourriez régler une sorte de robot un robot serait complètement déterministe, mais vous pourriez lui fixer des buts et des croyances, et il pourrait faire des choix dans le sens où il analyserait chaque course d'action possible, et il prendrait celle qui, selon ses croyances, va le plus réaliser ses buts. Ce serait une sorte de choix dans ce sens-là, quoi. Et ça, ce genre de choix dans ce sens-là est tout à fait possible dans un monde déterministe. Donc, dans ce cas-là, toute nouvelle information que vous avez peut influencer votre conduite, en fait. Donc, par exemple, l'idée, c'est que si vous avez l'information que nous sommes déterminés, que la responsabilité morale n'existe pas, alors ça va changer votre attitude vis-à-vis des gens, selon Perboom, parce que nos attitudes, pour lui, présupposent que nous les considérions comme moralement responsables. Donc, par exemple, vous n'avez plus vous indigner devant le comportement de certaines personnes. Et donc forcément, ça va changer vos priorités et vos désirs, et donc ça va avoir un effet sur vos comportements. Est-ce que ça... Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se dire dans ce cas-là, le fait de continuer à blâmer la personne va quand même, légèrement pouvoir le détourner d'actes blâmables, justement. Alors oui, ça c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. On peut se dire, Oui, alors, donc Perboom argumente en faveur de l'idée selon laquelle pour lui c'est mieux d'arrêter de blâmer, mais il y a des gens qui
Alors Per Boom, on verra ça quand on verra le texte de Strawson. Per Boom est un peu une génération plus jeune. Si vous prenez la deuxième moitié du XXe siècle, du bon vieux XXe siècle, il y a eu beaucoup cette idée chez certaines personnes que, à partir du moment où on refusait d'accepter l'idée de responsabilité morale, alors la seule option, c'était d'avoir un calcul utilitariste, en fait. Et donc, finalement, pour savoir s'il faut blâmer ou louer quelqu'un, tout ce qui compte, c'est de voir quel est le calcul. Pour Per Boom, c'est très important. Alors, je ne sais plus à quel point je mélange le livre et l'article, du coup. Je pense qu'il fait allusion brièvement dans l'article, mais c'est très important pour lui de défendre l'idée selon laquelle, si le déterminisme est vrai, personne n'est moralement responsable de ses actions, mais les actions et surtout les effets des actions peuvent toujours être jugés moralement comme moralement bons, moralement souhaitables ou moralement pas souhaitables, vous voyez. Donc du coup, on pourrait quand même dire que, pour lui, on peut quand même dire que, effectivement, même si d'un côté, c'est vrai que ça pourrait être utile de continuer à blâmer les gens, mais ça serait injuste. Donc si on fait un calcul comme ça, est-ce que l'avantage qu'on récupère permet de surmonter l'injustice, vous voyez. Donc Per Boom, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir une conception du système pénal qui repose plutôt sur l'idée de protection des gens, et potentiellement de réhabilitation, vous voyez. Et donc on ne blâme pas, mais on met les gens à l'abri, si vous voulez. Oui. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal de dire que du coup, on ne peut pas continuer à blâmer des gens parce que c'est injuste? Parce que la justice impose quand même un peu une forme de responsabilité morale. Alors, c'est parce que Per Boom veut essayer de faire une distinction qui me paraît assez naturelle, c'est entre le fait de savoir si ce qu'on a fait est bien ou mal et le fait de savoir si on est responsable de l'avoir fait. L'idée, c'est que ça peut paraître normal de dire ouais, j'ai fait quelque chose de super mal, mais je l'ai fait accidentellement, par exemple. Par exemple, j'ai commis une injustice. Par exemple, je ne sais pas, vous blâmez quelqu'un, par exemple, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, parce que vous êtes persuadé que c'est lui, mais vous n'en êtes pas responsable, parce que tous les éléments que vous aviez en main vous indiquaient que c'était lui, quoi. Vraiment, vous aviez toutes les bonnes raisons de penser que c'était lui. Dans ce cas-là, vous pouvez reconnaître que vous n'êtes pas moralement responsable, vous avez vraiment fait votre enquête le mieux possible, vous avez cherché tous les éléments, et tous les éléments pointaient dans cette direction. Donc on ne peut pas vraiment vous en vouloir d'avoir blâmé cette personne, mais ça reste injuste quand même, vous voyez. Donc, si on fait la dissociation entre l'évaluation des actions et de leurs conséquences, qui est une évaluation morale en termes de bien, mal, juste, injuste, et l'évaluation de la responsabilité des agents, alors on peut garder les deux distincts. En tout cas, c'est ce que Per Boom essaye de faire. C'est pour ça que son déterminisme, il appelle al dente. C'est parce que pour lui, il y a une version du déterminisme qui est super hard, quoi, qui est pas cuite. C'est celle où on considère que si le déterminisme est vrai, non seulement les gens ne sont pas responsables, mais il n'y a rien de bien ou mal, en fait. Toutes les distinctions morales s'effacent, en fait. Et ça, c'est ce qu'il rejette, justement, d'où l'appellation al dente. Est-ce que ça va comme réponse ? Oui, du coup, j'avais demandé que c'était pas peut-être plus intuitif de vouloir tout rejeter à partir du moment qu'on prenait ça, enfin qu'on prenait le déterminisme. Alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de dire bon, si le libre arbitre n'existe pas, alors c'est injuste, justement, de blâmer les autres. Tandis que si on rejette tout, on doit dire bon, si le libre arbitre n'existe pas, je peux faire ce que je veux, je peux continuer à blâmer les autres, j'en ai rien à foutre, parce qu'il n'y a rien d'injuste ou d'injuste, en fait. Et vous voyez que du coup, ça, c'est pas forcément super intuitif comme conclusion du déterminisme. On a quand même beaucoup de gens qui sont dans le débat, et je pense que la vision un peu originelle, c'est de dire, la vision de beaucoup de gens, c'est que s'il n'y avait pas de libre arbitre, ce serait injuste de blâmer les gens, vous voyez. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, l'idée ne me paraît pas complètement folle, quoi. J'ai l'impression qu'il y avait une question là. Ouais. Mais du coup, si je comprends bien, l'idée de Per Boom, c'est de protéger les gens de la même manière qu'on protégerait des populations qui sont à côté de zones où il y a des tsunamis, par exemple. Ouais. Ou, je sais pas, ouais, ou c'est un peu comme si, on va prendre un truc sympa, je veux dire, c'est un peu comme si vous protégez les gens des lépreux en les mettant dans une léproserie, quoi. C'est un peu ce modèle-là. C'est pas la faute des lépreux, mais bon, ils sont quand même un peu dangereux, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, c'est le modèle de... Je sais plus comment ils disent en anglais, mais... Hein? Je sais pas si la criminalité est contagieuse, mais... Mais voilà. Oui, une question? Si on reprend aussi le point de vue hard déterminisme, on peut aussi justifier des peines punitives en disant que ça va faire peur aux gens et puis ça va les déterminer à moins commettre des crimes. C'est ça, c'est la vision vraiment conséquentialiste. L'originalité de Per Boom, c'est que comme lui, il essaye de sauvegarder les justifications en termes de en disant que ce serait injuste de punir les gens pour des choses qu'ils n'ont pas faites,
on ne peut pas garder que les critères conséquentialistes, en fait. Parce que, bon, alors ça c'est un long débat, mais l'idée c'est que si on avait un système pénal complètement conséquentialiste, bah, on arriverait à violer certaines intuitions. L'idée, par exemple, l'idée, c'est que par exemple, dans un système qui repose sur des intuitions assez classiques, il faut que deux personnes qui aient fait la même chose aient des peines plus ou moins similaires, vous voyez. Tandis que dans un système conséquentialiste, il faudrait regarder, s'il y en a un, on lui dit une peine de 1 an, ça le dégoûte assez à vite de faire toute connerie, bah lui on lui donne 1 an, mais si l'autre c'est un gros dur, et lui il faut le mettre 30 ans en prison pour obtenir le même résultat, bah ça se tient, ouais, il faut faire ça. Donc on peut faire des disproportions, si vous voulez, de punition, et d'autres façons, d'autres trucs un peu contre-intuitifs, si on est vraiment full utilitariste sur la punition, c'est, par exemple, pour qu'une punition soit efficace d'un point de vue utilitariste, il faut qu'elle soit aussi proportionnée, inversement proportionnelle aux chances de détection. Hein, c'est-à-dire, par exemple, imaginez que vous cambriolez une banque pour voler 1000 francs, et vous avez une chance sur deux de vous faire attraper, bah, on dirait que du coup, il faut que la punition elle soit supérieure à la valeur de 2000 francs, vous voyez, un truc comme ça. Mais du coup, si vous cambriolez une banque pour voler 1000 francs et que vous aviez une chance sur 100 de vous faire attraper, bah là, il faudrait que la punition elle soit 100 000, quoi. Et donc, par exemple, ça veut dire que les crimes qui sont plus difficiles à détecter devraient être plus sévèrement punis. Et du coup, ça amène à des choses comme, si vous vous garez sur une place handicapée, comme c'est quand même un truc, on n'a pas le temps de mettre des policiers devant chaque place, et les trucs... Donc la plupart des gens qui se garent sur une place handicapée ne se font pas repérer. Hein, on va dire il y a une personne sur 100 qui se fait repérer. Du coup, pour ces trucs-là, il faudrait faire des sanctions bien maximales, quoi, histoire que ça soit bien dissuasif, tu vois. Parce que si on te donne 100 francs d'amende et que tu as une chance sur 100 de te faire griller sur la place handicapée, finalement, au niveau dissuasion, c'est pas terrible, quoi. Donc il faut y aller bien à fond. Et là, voilà, ça c'est des trucs que si on garde les idées de justice, si on garde des idées de justice, des intuitions sur la proportion comme Per Boom veut le faire, on ne peut pas aller complètement dans cette optique conséquentialiste. Oui. Je ne connais pas trop bien la littérature encore, mais il me semble que dès qu'on parle de blameworthiness, de praiseworthiness, il y a l'idée de la punition qui arrive tout de suite. Alors que c'est pas intuitif que ça entraîne ça, quoi. Enfin, c'est des... Non, oui, ça c'est... Vraiment droit, je veux dire, par exemple, non. qui dit la punition n'est pas... Non, oui, c'est ça. L'idée, c'est plus que si quelqu'un mérite d'être puni, il doit aussi être blameworthy pour ça. Oui. Mais par contre, c'est pas parce que quelqu'un est blameworthy qu'il faut tout de suite lui infliger une punition. Déjà, je veux dire, il me semble que vu comment notre psychologie morale est gaulée, être blâmé et le recevoir, c'est déjà quelque chose qui va modifier le comportement. Ouais. Donc, alors que lui, il veut juste évacuer... Ah, mais lui, il veut évacuer ça il veut évacuer... Voilà, il veut évacuer la blameworthiness parce que pour lui, c'est clair que la blameworthiness porte en elle-même l'assomption que la personne est moralement responsable. Tandis que la punition ne porte pas naturellement cette assomption. Si elle est faite, je sais pas, comme pour dresser un animal à coup de décharge électrique, voilà, vous assumez pas qu'il est moralement responsable. Vous assumez juste que c'est un moyen utile de le faire, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est déjà une punition, pas la blameworthiness, mais le fait de blâmer. Enfin, le fait d'être blâmé et d'accepter le blâme, c'est déjà quelque chose. C'est punitif, quoi. Oui. Ouais. Mais lui, il veut éviter ça parce que le blâme suppose que la personne est moralement responsable. Tandis qu'il y a des formes de punition qui le supposeraient pas. Voilà. Oui. Du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut, à partir du moment que lui, il admet qu'il y a du bien et du mal, et il n'y a pas une possibilité de déplacer du coup le paramètre, la responsabilité morale sous ces paramètres de bien et de mal qu'il admet? Un système moral... Alors, le bien et le mal, ça permet de juger le résultat, les actions et leurs résultats, mais ça ne permet pas de juger si les agents sont moralement responsables ou non, en fait. Du coup, mais si on est conséquentialiste et que le résultat il est bon... Ah oui, alors le problème, c'est qu'à partir du moment où on est conséquentialiste, ça fait toujours des résultats très très bizarres. Je suis complètement d'accord, mais en fait, le truc, c'est que c'est assez bizarre parce que le conséquentialisme, c'est pas une théorie qui a été faite pour... C'est une théorie qui a été faite avant tout pour juger quelles actions sont bonnes ou mauvaises, ce qu'on doit faire. Okay ? C'est pas du tout une théorie qui a été prévue pour être appliquée aux règles qui permettent d'attribuer si les gens sont moralement responsables ou pas de ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, là, vraiment, dans les origines, tu trouves rien là-dessus. Mais, effectivement, en vrai, comme le conséquentialisme, c'est vraiment l'idée que toutes les lois, les règles morales doivent se rapporter à ça. Si on est vraiment conséquentialiste, en fait, normalement, on devrait rejeter tous ces débats sur
sur quelles sont les règles qu'il faut suivre pour juger les gens moralement responsables, parce que ce sont des règles morales. Donc pour eux, si on est vraiment un conséquentialiste plein pot, on devrait dire, bon, ben, ces trucs-là aussi, ils doivent être réglés en termes de coûts-bénéfices, etc. Mais c'est pour ça qu'on considère que les théories conséquentialistes de la responsabilité morale, en fait, en gros, utiliser cette approche-là, c'est en gros une sorte de théorie de l'erreur. Tu considères que tout ce qui a été fait à côté est faux, quoi, depuis le début. Tous ces gens qui ont essayé de trouver les règles qu'on utilise intuitivement pour attribuer la responsabilité morale, puis discuter si elles sont valides. Non, le conséquentialiste, c'est le mec qui arrive avec son tracteur et son tractopelle et qui écrase tout. Il dit non, mais moi c'est bon, j'ai déjà la réponse. Donc il n'y a même pas de débat en fait si on est conséquentialiste. C'est juste, bon, mais tout ça c'est des conneries. Donc voilà, c'est ça. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas besoin des arguments de Per Boom si on est vraiment conséquentialiste. Il y a juste besoin de dire, ce qui est bien, c'est ce qui fait le plus grand bien, donc les règles pour tenir les gens blâmables. Et là, on pourrait se demander, mais est-ce que le conséquentialisme garde encore vraiment l'idée de responsabilité morale? Est-ce qu'en fait, il ne l'oublie pas complètement pour la remplacer par le type de pratique sociale qui serait le plus utile? Et alors, on pourrait donner le nom tenir responsable à ces pratiques, mais c'est pas clair qu'on soit encore en train de parler de la même chose vraiment, en fait. Alors, lui, je n'ai pas l'impression que... Enfin, je ne vois pas exactement. Ce qui est possible, c'est que le fait de garder des distinctions de bien et de mal amène à imposer des règles sur certaines pratiques envers les autres. Mais c'est dur de tirer l'idée de responsabilité morale juste à partir de bien et de mal. On pourrait dire que c'est des distinctions quand même différentes, quoi. Voilà, il faut... Alors, on peut organiser notre politique et nos pratiques quotidiennes en fonction de ce qui est fixé comme bien ou mal par le système moral, qui peut être conséquentialiste ou kantien, etc. Mais il faut juste arrêter de tenir les gens pour moralement responsables. Il faut réussir à trouver un moyen d'atteindre ces fins morales sans tenir les gens moralement responsables de leurs actions. Voilà, ça demande un changement dans l'implémentation des moyens, si vous voulez, d'atteindre ces fins-là. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Je ne voudrais pas prendre trop de temps là-dessus, mais il y a deux questions que j'ai depuis un bout de temps. Est-ce que conséquentialisme et utilitarisme, c'est synonyme ou c'est différent? Et est-ce que l'un et ou l'autre cherche que la maximisation du bien ou simultanément la minimisation du mal? Alors non, en fait, j'utilise conséquentialisme comme synonyme d'utilitarisme, mais c'est juste parce qu'en fait, c'est la seule forme qui est vraiment connue. Mais en vrai, l'utilitarisme, c'est juste une forme particulière de conséquentialisme. Donc l'idée, c'est que le conséquentialisme, c'est juste un nom pour toutes les théories qui vont dire que pour juger si un acte est moralement bon ou moralement mauvais, il ne faut pas juger de la nature de l'acte en lui-même. Tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, il faut regarder dans quelles circonstances et quelles conséquences ça a. Et il y a plein de versions potentiellement... Dans l'espace théorique, il y a plein de versions potentielles du conséquentialisme. C'est juste que dans l'espace réel, c'est surtout l'utilitarisme qui occupe le champ. Et donc, les différents paramètres qu'on peut faire varier pour le conséquentialisme, c'est quel est le type de bien. C'est-à-dire que l'utilitariste va dire que c'est le bonheur ou le bien-être, mais en fait, on pourrait faire complètement autre chose. Il y a des versions de... Chez Nietzsche, on trouve une sorte de conséquentialisme esthétique. Chez le jeune Nietzsche, il faudrait organiser la société de façon à ce qu'elle produise le plus d'œuvres esthétiques possible, quoi. Donc il faudrait que les gens travaillent pour nourrir les artistes, etc. Donc ça pourrait être une forme de conséquentialisme. Donc on peut changer le type de bien qui est pertinent. On peut changer aussi la règle, parce que la règle de maximisation n'est pas la seule possible, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce qui est bien, c'est juste d'augmenter le bien-être, mais pas de le maximiser. C'est quand même... Maximiser, ça veut dire que dès que vous choisissez une action qui augmente le bien-être, mais qu'il y avait une action qui aurait pu plus l'augmenter, c'est mal. C'est quand même, la maximisation, c'est quand même assez radical. Donc on pourrait avoir juste une règle d'augmentation, etc. Et donc effectivement, il y a des formes d'utilitarisme dont j'ai oublié le nom. Alors il y a vraiment des utilitaristes très minimaux qui considèrent que ce qu'il faut faire, c'est réduire le plus possible la souffrance, mais pas forcément augmenter le bien-être. Alors là, on tombe dans les paradoxes à la Asimov classique, du genre, je ne sais pas si vous savez, c'est le truc où les robots enferment les robots ont été programmés pour protéger
les gens les gens de la souffrance, donc ils enferment les gens chez eux, quoi. Parce que, oui, quand même. Le truc le plus radical, c'est là où les robots décident de tuer tout le monde, parce que bon, il n'y aura pas trop de souffrance, hein, une fois qu'on aura euthanasié tout le monde. Bref, bon, ça, il y a des problèmes. Et effectivement, il y a des formes d'utilitarisme un peu plus... qui ne demandent pas la maximisation, mais juste l'augmentation, mais qui ont aussi d'autres problèmes, etc. Donc voilà, conséquentialiste, ça regroupe beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en général, bon, quand on parle du conséquentialisme, on pense forcément à l'utilitarisme parce que il n'y a pas énormément beaucoup d'autres versions. Voilà. Okay. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que c'est bon là-dessus? Alors il y avait juste la deuxième partie de la question, c'est Kant, however, provides us with a different reason not to discount the feeling of freedom. Ce serait donc certainement sa définition kantienne qui correspondrait le mieux à ce nouveau monde. Du coup, l'idée, c'est que dans un monde, si on réalisait le déterminisme, il faudrait quand même faire semblant de croire qu'on a les perspectives. Alors, je ne sais pas s'il discute ça dans l'article, mais en tout cas, dans le livre, il discute ça. Il pense qu'il n'y a pas besoin, il pense que pour la délibération, tout ce qu'on a besoin de croire, c'est que notre délibération aura des effets. Ça va, hein, c'est-à-dire que ça change quelque chose de délibérer ou pas. Et donc ça, c'est vrai, hein, même dans un monde déterministe. C'est pas la même chose d'agir impulsivement et de choisir sur la base de délibération. Et il dit que tout ce qu'on a besoin de croire, c'est que on ne sait pas encore ce qu'on va choisir. Donc pour Per Boom, la délibération, Per Boom n'est pas d'accord avec Kant. Il dit qu'on n'a pas besoin de supposer un futur complètement ouvert pour que ça soit rationnel pratiquement de délibérer. Pour que ça soit rationnel pratiquement délibéré, c'est penser que ça va être utile et penser que pour l'instant on ne sait pas déjà ce qu'on va choisir. Parce que si on savait déjà ce qu'on allait choisir, ça ne servait à rien de délibérer. Mais on n'a pas besoin de ce branchement métaphysique absolu et de supposer son existence. Voilà, c'est juste la réponse de Per Boom. Hein. Je peux pas, si vous n'êtes pas satisfait, je ne peux pas faire mieux. Oui. Là, j'ai une question là-dessus. Est-ce que du coup, il défend le principe de possibilité alternative d'un point de vue épistémique? Il y a un peu quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Et pour ça, c'est un peu ce truc épistémique. C'est que je dois penser que c'est possible que je choisisse ça ou autre chose. Parce que si je pense à l'avance que je peux choisir que ça, quel est le point, quelle est l'utilité de s'engager dans un processus de délibération si je sais déjà ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aurait des compatibilistes qui défendent ça, qui disent qu'on a la possibilité d'agir en termes épistémiques? C'est ça, oui, c'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature compatibiliste. Il faut regarder du côté de tout ce qui est leeway compatibilism qui défend des choses comme ça. Mais c'est une version assez classique. Hein. Je pense que si on va dans la première moitié du XXe, on trouve pas mal d'auteurs analytiques qui défendent des analyses comme ça, en disant que tout ce qui compte, c'est que ça soit ouvert, que nous, on pense avoir la possibilité. Quoi. Les possibilités épistémiques sont suffisantes. Oui. Mais après, il y a une autre question que je me suis posée et que je me permets. Oui. Évidemment. Mais là, par exemple, si vous trouvez dans la recherche et que vous vous rendez compte que, si je publie ça, tout le monde se rend compte que finalement, on est déterminé, même le plus nigo qui comprend rien va comprendre, et puis on commence quand même à se demander, mais on va foncièrement changer de société. Est-ce que vraiment, à ce moment-là, naturellement, vous n'allez pas vous censurer et puis vous dire, finalement, on va fonctionner comme ça et puis c'est pas plus mal. Ouais, alors il y a un auteur comme ça qui aborde cette question, hein. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est Saul Smilansky, qui est défendeur du Willusionism ou un truc comme ça. C'est l'idée que, effectivement, ce serait tragique si les gens découvraient que le libre arbitre n'existait pas, et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur dire. Hein. Bon, après, il a publié des livres et des articles dessus. Alors, après, c'est des livres et des articles académiques en philosophie, donc on va dire que le potentiel, la zone de dégâts n'est pas énorme, quoi. Oui, il y a des gens qui défendent ça. Après, tout ce qu'on peut dire, c'est que même s'ils le font, ils ne sont pas responsables. Alors, c'est pas grave. Même s'ils le font, on ne peut pas les blâmer, donc finalement. Mais oui. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui croient que ça pourrait vraiment avoir cet effet-là, quoi. Parce qu'il y a vraiment une longue tradition depuis Hume qui est l'idée que, effectivement, là, maintenant, dans la salle de classe de débat, ça peut avoir un effet. Peut-être que ça durera 5 minutes quand vous sortirez. Puis quand vous reprendrez la pratique de la vie ordinaire, tout ça sera déjà bien loin, quoi. Mais effectivement, il y a des gens qui pensent que ça peut avoir un effet. Alors, il y en a qui pensent que ça peut avoir un effet positif et qui cherchent vraiment activement à diffuser ces idées-là.
et d'autres qui disent voilà, faut pas le dire. Mais bon, je sais pas quelle était la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après moi, mais parce que moi, d'après moi, ça n'aurait strictement aucun effet à long terme. Hein. Mais bon, après, j'ai pas de preuves pour ça, mais j'ai quand même de gros doutes sur les impacts que ça pourrait avoir. Est-ce qu'il y avait, j'ai cru voir un mouvement furtif du coin de l'œil. Non, il n'y avait pas quelqu'un qui avait levé le doigt. Non. Ah. Ouais. Le truc, c'est que, comme vous dites, c'est à partir du moment où on a exposé, il y a eu cette étude, enfin, on a eu 2-3 des études avec, pour mesurer l'effet de la croyance au libre arbitre sur le comportement des gens, s'ils trichent ou pas. Et effectivement, s'ils n'y croient pas, ils trichent plus. Mais si tout à coup ça devenait mainstream, cette idée, ce qui n'est pas impossible parce qu'il y a des gens qui travaillent très sérieusement. Pareil. Je ne sais pas ce que ça pourrait avoir. Alors ouais, alors là le truc c'est, moi je vais encore faire le rabat-joie, donc il y a ces études qui sont très très ingénieuses, qui sont très belles, qui montrent qu'effectivement, alors c'est des études dans lesquelles voilà, les gens lisent un texte où on leur dit que le libre arbitre n'existe pas, souvent c'est un texte de Crick, hein, un des prix Nobel qui a découvert la structure de l'ADN. En fait, il a écrit aussi beaucoup de livres où il explique à quel point le libre arbitre, c'est des conneries, tout ça, bref, tout ça déterminé génétiquement, etc., etc. Donc les gens lisent ça, ou alors ils lisent des textes contrôle qui n'ont rien à voir, qui sont d'autres textes de Crick, mais qui n'ont rien à voir avec le libre arbitre. Et après, on leur fait une tâche où ils doivent résoudre des problèmes mathématiques et ils gagnent une somme qui est proportionnelle au nombre d'exercices auxquels ils ont eu quelque chose de bon, ou un truc comme ça. Et puis il y a plusieurs façons de tricher selon les manips. Il y en a une où on dit, voilà, c'est l'étudiant de master qui a codé la manip et il a fait n'importe quoi. Donc le problème s'affiche sur l'écran, mais si vous n'appuyez pas sur un bouton dans les 10 secondes qui suivent l'affichage du problème, il y a la solution qui s'affiche en bas. Enfin bref. Et donc comme ça, on peut regarder si les gens trichent. Et dans ces manips, les gens trichent plus après avoir lu un texte comme quoi le libre arbitre n'existe pas. Très très belle manip, j'en ai beaucoup parlé, je les ai beaucoup présentés. Bon, ça réplique pas du tout, mais alors, pas du tout. C'est terriblement pas réplicable. Voilà, donc je reste sceptique sur l'influence à long terme sur le public de ces choses-là, quoi. Je sais pas si c'est tant mieux, mais bon, ouais, ah oui, avant c'était vachement bien, tu commençais un cours sur le libre arbitre, tu fais le libre arbitre, c'est important, regardez ce qui se passe si les gens ne croient pas au libre arbitre, ces études montrent que tout va à volo, puis en fait, ouais, c'est terrible. Voilà, donc ça c'est pour cette question-là, et en fait, encore une question là-dessus, c'était la notion de contrôle face aux émotions évoquée à la section 7 m'interpelle un peu dans un contexte déterministe. Si le monde est déterminé, alors l'histoire est comme une partition unique qui se joue et ne peut varier. Or, il me semble que la notion de contrôle laisse entendre, voire signifie que nous sommes en mesure d'intervenir et de modifier le cours des choses, et qu'il n'y a conséquent pas qu'un seul futur possible. Donc c'est toute cette idée sur laquelle, par exemple, on pourrait commencer à contrôler nos émotions pour vivre en accord avec une vie de hard déterministe. Bon, là encore, il faut voir, hein, c'est toujours très ambigu. L'idée, c'est que la notion de contrôle ici, c'est juste l'idée qu'on peut prendre des décisions qui nous amènent, ou réfléchir d'une certaine façon qui nous amènent à modifier nos émotions. Hein, par exemple, vous avez tous ces exercices où il vous arrive quelque chose de triste et puis, ou de dur, mais si vous focalisez sur le positif, alors vous vous sentirez... vous imaginez ce genre de truc. Bon, l'existence de ça, c'est compatible avec le déterminisme. Tout ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites ça, plutôt que telle autre chose, ça va avoir un effet sur vos émotions. Donc on n'est pas en train de parler d'une... Bien sûr, il n'y a qu'un seul cours, encore une fois, il n'y a qu'un seul cours de l'histoire possible. Hein, c'était le cours où vous alliez utiliser cette technique et ça allait diminuer vos émotions. Mais donc ça reste possible, ça a toujours un sens dans un monde déterministe de dire aux gens, d'aller voir les gens et de leur dire, voilà, il faut que tu fasses ça pour pas ressentir de colère envers les gens, etc. etc. Surtout qu'il y a quand même l'idée qu'une grande partie de l'effet de l'arrêt de la croyance au libre arbitre sur les attitudes réactives, sur les émotions, va aussi être un peu immédiate. Hein, de la même façon qu'on vous dit « Ah ouais, t'es en train d'engueuler machin parce que tu penses qu'il est responsable, ben voici une photo, c'est machin, c'est quelqu'un d'autre le responsable. » Normalement, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de contrôle sur vous-même. Vous avez au moins une partie automatique de révision, mécanique automatique de révision des émotions. Donc là, c'est vraiment cette idée, c'est que il y a des choses qu'on peut faire qui sont causalement efficaces sur nos émotions. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. Je ne sais pas si ça vous répond de façon un peu satisfaisante. Si un entraînement en vue de réagir différemment face à une situation donnée est possible, cela ne suppose-t-il pas que nous puissions en tant qu'agents avoir une influence et modifier le cours naturel des choses d'une façon imprévisible qui ne dépende que de nous, ne serait-ce que par rapport à nous-mêmes et aux actions qui y sont liées?
Ça dépend. On a une influence sur le cours des choses, dans le sens où ce qui se passe est le résultat de ce qu'on fait, mais on n'a pas d'influence sur le cours des choses, dans le sens où on pourrait décider de changer la chaîne causale. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Ouais. Du coup, il me semble que c'est la dernière phrase. Oui, est-ce que, lorsque nous parlons de contrôle, ne voulez-vous pas parler de regulative control et non de guidance control? C'est vrai que là, sur les émotions, on aurait envie de dire qu'on parle de regulative control parce qu'on aurait la possibilité de ressentir ça. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, le décalage que je mentionnais l'autre fois, c'est que les compatibilistes pensent au guidance control et les incompatibilistes pensent au regulative control. C'est ça, oui. Et du coup, ils discutent pas au même niveau. Ils discutent dans le sens où ils parlent du contrôle nécessaire pour la responsabilité morale et chacun dit que c'est l'un ou l'autre. Donc c'est pas non plus comme s'ils utilisaient les mots et puis ils se rendaient pas compte qu'ils n'utilisent pas les mots dans le même sens. Ils sont au courant que c'est juste qu'ils ont des thèses différentes sur lequel des deux contrôles est vraiment nécessaire pour la responsabilité morale. Là, c'est vrai qu'il faudrait trouver une façon de dire qu'on contrôle nos émotions d'un point de vue qui est plus celui du guidance control, quoi. Un peu comme on contrôle la voiture, c'est-à-dire on fait des choses qui modifient nos émotions. Mais c'est vrai que intuitivement, on aurait envie d'interpréter l'idée qu'on contrôle nos émotions sur un mode qui est plutôt régulatif. C'est-à-dire on pourrait faire en sorte de ressentir autrement, etc. Mais il y a un sens de régulative contrôle qu'on a même dans le déterminisme. C'est si on prend le régulative control au sens purement conditionnel, quoi. C'est si j'avais pas utilisé telle technique, j'aurais ressenti des émotions. Donc, comme j'ai utilisé cette technique, j'ai pas ressenti les mêmes émotions, donc j'ai un contrôle dans un certain sens, si vous voyez. Peut-être que c'est assez suffisant pour ce que Per Boom a en tête, quoi. Oui. Et du coup, est-ce qu'avec une forme de régulative contrôle des émotions, on tombe un peu dans un truc un peu sisyphien? C'est-à-dire? On est totalement déterminé, mais au moins on a le choix d'être heureux ou pas avec la situation. Ah, dans ce sens-là. Je suis pas sûr que c'est ce que Per Boom a en tête, parce que pour lui, c'est pas vraiment une source de tristesse, justement, de dire qu'on est déterminé. Hein. Il n'y a pas cette idée qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il n'y a pas cette idée de décider d'être heureux contre le destin cruel ou quelque chose comme ça, hein, qui est chez Camus, dont on parlera dans le cours d'intro Sens de la vie. Mais donc je pense que c'est pas vraiment cette attitude-là du tout. C'est Attention, ce que je disais, c'est est-ce que c'est possible quand même, à partir du moment qu'on estime qu'on a un régulatif contre les émotions? Ouais, oui, c'est possible, oui. Donc voilà, tout ça, c'est les conséquences de vivre sans libre arbitre. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de libre arbitre? Donc, comme je disais, Per Boom, c'est un incompatibiliste, mais c'est ce qu'on appelle un source incompatibiliste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qui est incompatibiliste, mais pas à cause de l'argument classique selon lequel le libre arbitre nécessiterait de pouvoir faire autrement, en fait. Et comme je disais, en fait, lui-même a créé des cas Frankfurt pour essayer de défendre les cas Frankfurt contre certaines objections des incompatibilistes. C'est vraiment le type que tu as envie d'avoir dans ton camp. Donc, bon, il en donnait un de toute façon dans l'article, il y en a un ici. Donc, lui, c'est celui qui a créé, vous vous rappelez, l'objection du dilemme, c'était l'idée que s'il y a un signe dans les cas Frankfurt, et si le signe peut fonctionner, alors il doit déterminer l'action, donc l'action déterminée. Donc, le type dans les cas Frankfurt est déterminé. Donc, on est en train de tourner en rond et de faire une pétition de principe. Et l'idée de Per Boom, c'est d'utiliser des cas dans lesquels, en fait, le signe qu'on utilise pour prévenir une action, c'est un signe qui est nécessaire à l'action, une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, en fait. Vous voyez? Donc, c'est l'idée. Là, c'est toujours des cas où, voilà, pour prendre telle décision, il faut que l'agent prenne en compte telle raison. Okay. Donc, à partir du moment où on voit qu'il prend en compte telle raison, on le bloque, tu vois, on le bloque. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il avait pris en compte, il allait forcément le faire. C'est juste que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc c'est censé éviter ce genre de cas. Mais je ne vais pas repartir dans les cas Frankfurt, mais c'est juste pour vous dire, voilà. Donc c'est quelqu'un qui contribue à cette littérature. Il y a quelqu'un qui a posé une question quand même sur le cas Frankfurt qui était dans l'article. En reprenant les exemples donnés des cas Frankfurt, ce texte a présenté de nombreux exemples qui remettent en question la responsabilité morale de M. Green et Mrs. Scarlett dans des situations où ils sont plus ou moins en contrôle de leurs actions, avec une potentielle intervention extérieure. Cependant, si on enlève ce facteur d'un intervenant externe, sous forme d'un autre être humain, et le remplaçons par un événement imprévu hors du contrôle de qui que ce soit, en quoi cela pourrait changer la perception vis-à-vis de la responsabilité morale de ces individus? Donc ça, c'est un truc que Frankfurt discutait déjà, c'est qu'on peut remplacer
l'agent externe par quelque chose de naturel. On pourrait dire que, je sais pas, l'agent souffre d'une maladie mentale qui fait que s'il ne faisait pas X de son plein gré, d'un coup, il y aurait un syndrome qui se déclencherait, qui le pousserait à faire X. Et dans ce cas-là, la plupart des gens pensent que c'est à peu près équivalent. Le fait de remplacer un intervenant extérieur par un truc naturel ne change rien. Par exemple, disons que M. Rod veut tuer Miss Raccoon, sa voisine, parce qu'il est pris de pulsions meurtrières lorsqu'il la voit, mais n'a aucune raison de lui vouloir du mal. Il est au courant de sa disposition, refuse de céder à ses pulsions lorsqu'il est en sa présence, car il ne ressent pas d'animosité envers elle, et y arrive relativement bien jusqu'à ce qu'un accident, n'impliquant pas d'autres personnes que lui fasse perdre la mémoire de tout concept humain qu'il connaissait avant et qu'il cède à ses pulsions. Alors là, la question, ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire tout concept humain, quoi. C'est ça qui est ça dépend, la réponse à la question finale va dépendre de ça. Ce meurtre n'aurait peut-être jamais eu lieu sans l'amnésie de M. Rod, et il s'était jusqu'à ce moment retenu volontairement de tuer Miss Raccoon, dans ce cas spécifique sans un agent externe direct pour causer son changement. À quel point est-il moralement responsable de cette action ? Alors là, il y a tellement de facteurs mélangés, donc il faut voir ce que ça veut dire tout concept. Il n'y a pas la personne qui a posé la question, est-elle ici ? Ouais, alors qu'est-ce que vous entendez par tout concept humain ? Enfin, c'est un peu ce qu'on avait dit déjà à un autre cours. Mm-hmm. Par exemple, quelqu'un est élevé qui ne va pas dans la société. Enfin, c'est un peu vraiment... Donc c'est des concepts moraux plutôt. C'est ça que vous voulez dire. Il est retourné à la page blanche. Ouais. Alors du coup, il faut se dire que, par contre, il a les autres concepts. Donc il comprend que s'il se laisse aller à sa pulsion, il va tuer la personne et que c'est une personne et qu'elle va souffrir. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce serait mal, c'est ça ? Bon, là, on entre dans un énorme débat. C'est le débat de l'ignorance morale, en fait. C'est un débat qui date d'Aristote, en fait, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, je me répète peut-être. C'est l'idée que, chez Aristote, il y a déjà cette idée que l'ignorance est une excuse. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose sans le savoir, vous n'êtes pas moralement responsable. Donc, l'exemple que prend Aristote, c'est, voilà, une femme qui trompe son mari, mais parce qu'elle a couché dans le noir absolu, il n'y avait pas de bougie à l'époque, je suppose, mais et en fait, elle ne s'était pas rendu compte que ce n'était pas son mari. Donc là, c'est tout à fait excusable parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et après, mais Aristote dit, mais par contre, est-ce que si la personne sait exactement, sait factuellement tout ce qui se passe, mais elle ne sait pas que c'est bien ou mal, c'est-à-dire que son ignorance ne porte pas du tout sur la situation ou sur les propriétés descriptives de la situation, mais sur l'évaluation de la situation. Donc si la personne ne sait pas que c'est bien ou mal, est-ce que c'est un facteur qui est une excuse ? Aristote répond non. Sa justification, c'est de dire s'il sait tout ce qu'il fait, s'il sait qu'il fait souffrir quelqu'un, par exemple, et qu'il ne sait pas que c'est mal, en fait, c'est un facteur aggravant, parce que le fait qu'il ne comprenne pas que ça soit mal montre juste qu'il est vraiment très très vicieux, qu'il est vraiment la forme la plus ultime du mal, pour ne pas avoir une vague idée que ce soit mal de faire ça. Mais si vous regardez la littérature actuelle, il y a beaucoup de gens qui vont défendre plutôt l'idée que c'est une sorte d'excuse en fait. Donc le cas qui est beaucoup discuté dans la littérature, c'est celui des psychopathes, parce qu'il y a des gens, des études qui répliquent pas bien. Je déteste mon métier. Des études qui répliquent pas bien, qui suggèrent que les psychopathes comprennent pas ce que ça veut dire bien ou mal en fait. Et donc certains philosophes discutent, du coup en fait, ces gens-là ne sont pas moralement responsables parce qu'ils manquent d'une capacité normative. Et du coup, je n'ai pas de vraie réponse à vous donner parce que c'est tout un débat de savoir si est-ce que pour être moralement responsable d'une action, il faut comprendre qu'elle est bonne ou mauvaise, ou est-ce que ça suffit de comprendre quelle est l'action. Donc ça, il n'y a pas de réponse que je peux vous imposer, c'est un point de débat en fait, de savoir s'il faut comprendre ce qui est bien ou mal. Donc là, du coup, la réponse pour la question dernière, c'est on a quelqu'un qui décide de céder à sa pulsion et de tuer sa voisine. S'il avait compris que c'était bien ou mal, il l'aurait pas fait, c'est ça ? Et là, il le fait, ça dépend de savoir si c'est pertinent comme facteur, Ouais. En fait, moi, par rapport à tout ça, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est parce qu'au final, peu importe que ce soit un meurtre, un pot de fleurs qui tombe, ce sont juste des faits, mais comment on évalue les choses ? Par exemple, la peine de mort, il y a certains pays qui l'ont, il y a certains pays qui l'ont pas, il y en a qui sont pour, ils disent que si quelqu'un a fait telle chose, c'est justifiable, d'autres que non, la vie humaine, ça s'enlève pas. Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que... La balance, elle varie vraiment beaucoup dépendant d'une situation à l'autre. Alors, j'ai peut-être pas exactement compris le point que vous essayez de défendre. C'est l'idée qu'on ne peut pas tirer les conclusions morales de la simple description du cas ? Non, en fait, c'est que j'ai
l'impression que la responsabilité morale dépend enfin, ah oui, ça dépend beaucoup de... Juste de la localisation géographique, ça peut être ça ou ça, enfin... Alors, il y a deux versions. Il y a la version simple, c'est les gens ont des idées très différentes sur la responsabilité morale. Bon, mais ça, effectivement, il y a des idées différentes. Alors, le débat sur la peine de mort, ce n'est pas un débat sur la responsabilité morale. Hein. C'est un débat sur le type de punition qu'on peut infliger. Ce n'est pas exactement pareil. Deux personnes peuvent être totalement d'accord sur le fait que telle personne est responsable d'un meurtre, vraiment avoir aucun désaccord là-dessus, et ne pas être d'accord sur le fait de la condamner à mort. Ça, c'est une autre question. Hein, c'est le fait de savoir si la peine de mort est quelque chose de moralement possible. C'est indépendamment de la question de la responsabilité morale. Mais effectivement, il y a des désaccords sur la responsabilité morale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vraies réponses pour la responsabilité morale. Après, c'est aussi possible de dire que la responsabilité morale varie en fonction des lieux, dans le sens où ce dont vous êtes moralement responsable, ça va aussi dépendre des règles de votre société, quoi. Par exemple, imaginez qu'il y a, je sais pas, quelqu'un qui fait exploser un bâtiment, et vous étiez responsable, si vous n'avez rien à voir avec le bâtiment, vous n'êtes pas responsable de l'explosion du bâtiment. Mais si c'était votre métier, votre fonction de garder le bâtiment, vous allez être responsable de l'explosion quand même. Donc selon les règles qui font que dans chaque société, c'est à telle personne de s'occuper de telle chose, voilà. Je sais pas, par exemple, imaginons qu'il y a un enfant qui a un accident. Si vous faites partie d'une société dans laquelle c'est clair que c'est au maire de s'occuper des enfants et pas du tout au père, vous allez avoir plus de chances de considérer la mère responsable, parce que c'était sa fonction, quoi. Enfin, c'est juste que la responsabilité dépend aussi des rôles, en fait, qui sont assignés. Je ne sais pas si ça répond vraiment beaucoup à la question, mais... Donc voilà. Alors du coup, le principe que Perboom cherche à défendre dans son livre, c'est le suivant, c'est sa grande thèse, c'est que si un agent est moralement responsable pour sa décision d'accomplir une action, alors la production de cette décision doit être quelque chose sur laquelle, le processus qui amène cette décision à être faite doit être quelque chose sur lequel l'agent a un contrôle. Et un agent n'est pas moralement responsable pour une décision si cette décision est produite par une source sur laquelle il n'a aucun contrôle. Et vous voyez, ça ressemble un peu à la version ultime de la règle B à laquelle on était arrivé. C'est l'idée que si on peut faire remonter une décision à des sources sur lesquelles l'agent n'a pas de contrôle, alors l'agent n'est pas responsable de cette décision. Et ça, que le processus soit indéterministe ou déterministe. C'est vraiment ça. Ce n'est pas une critique de déterminisme, c'est aussi une critique de certaines formes d'indéterminisme. C'est l'idée que, dans un monde indéterministe, si c'est un monde dans lequel ma décision elle est entièrement causée par des choses par un processus indéterministe, ça ne m'aide pas plus que si c'était déterministe, en fait. C'est-à-dire, voilà, si on me colle un truc dans la tête qui détermine mes décisions, mais de façon probabiliste, voilà, il y a une sorte de... Puis ça tire à pile ou face chacune de mes décisions, je suis indéterministe, mais je ne suis pas spécialement libre. Donc, ça, c'est la règle que Perboom applique. Et il utilise cette règle pour critiquer, comme j'ai dit, au moins une certaine forme d'indéterminisme en disant, voilà, si nos actions sont dues au hasard, le hasard, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a du contrôle, donc selon cette règle, alors si on agit sous l'effet du hasard et de l'indéterminisme pur, on n'est pas vraiment libre. Et il dit, voilà, ça c'est une règle que n'importe quel incompatibiliste doit accepter. Donc il critique les incompatibilistes, mais en supposant que les incompatibilistes vont accepter cette règle. Mais il est bien constant que les compatibilistes ne vont juste pas accepter la règle comme ça. Ils vont dire, non, en fait, il y a des formes de bons processus, même si on n'a pas de contrôle dessus, si c'est fait de la bonne façon, si c'est bien fait, on est moralement responsable. Alors là, il y a une question, c'est Perboom affirme à la page 32 que nos actions sont déterminées par nos choix et nos délibérations. Mais si ce sont nos choix et nos délibérations qui causent nos actions, pourquoi n'en sommes-nous pas moralement responsables? Ça, c'est une vraie réponse de compatibiliste, ça. Je ne sais pas qui c'est qui a fait cette remarque, mais c'est exactement ce qu'un compatibiliste objecterait du coup à Perboom. C'est-à-dire, effectivement, il y a un processus, je n'ai pas de contrôle sur l'origine du processus, ni sur le fait que le processus s'ensuit, mais ce processus, il passe par mes choix et mes délibérations pour arriver à mes actions. Donc finalement, que demander de plus? Pourquoi ça ne suffirait pas pour être moralement responsable? Et c'est justement ce à quoi Perboom cherche à répondre. C'est-à-dire, oui, non, en fait, le compatibiliste va dire un truc comme ça, mais j'ai un argument contre ça. Donc ce que fait Perboom
pour discuter des compatibilistes, c'est qu'il fait une sorte de liste un peu de course des conceptions compatibilistes qu'il a sous la main. Hein. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas exhaustif, mais que l'argument peut être réadapté pour n'importe quelle théorie compatibiliste qui serait créée, en fait. Hein. Il y a une recette générale. Donc lui, il prend 3 grands types de théories compatibilistes. Il prend la position humienne. Alors la position humienne, qu'est-ce que c'est? C'est un truc très simple, c'est un agent est moralement responsable de C si C est causé par les désirs de l'agent. Hein. Vraiment par les désirs et pas par une source extérieure qui serait quelqu'un qui le menace, qui serait une sorte de réflexe, qui serait une maladie mentale ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ça, c'est la théorie classique. Une objection quand même à cette théorie classique, c'est de dire oui... Alors, ce n'est pas l'objection de Perboom, hein, je fais ça juste pour introduire d'autres conceptions compatibilistes. Une raison pour laquelle cette conception n'est pas considérée comme un peu difficile par les compatibilistes, un peu trop basique, c'est de dire, voilà, mais imaginez quelqu'un qui est poussé à agir d'une certaine manière par une addiction hein, ou par un TOC, il est poussé à agir par des désirs qui sont les siens. Hein, je veux dire, il a voilà, le désir de cette substance-là, il ne peut plus se retenir. On peut supposer qu'en plus, ce n'est pas sa faute s'il est devenu addict, hein, il a été rendu addict de force par quelqu'un d'autre, vous pouvez y aller comme ça. Donc là, il est poussé à faire des choses atroces parce qu'il veut à tout prix sa dose de cette substance, et il le fait parce qu'il a le très fort désir d'acquérir cette substance. Pourtant, on n'a pas super envie de dire qu'il est libre, hein, vous voyez un peu l'idée. De la même façon, quelqu'un qui est obligé de vérifier 5 fois qu'il a éteint tout et qu'il a fermé toutes les portes de placard dans sa maison avant de sortir, ce qui le met tout le temps en retard et ce qui l'amène à être viré de son travail, etc., il agit sur la base d'un désir, le désir très fort d'aller vérifier si les placards sont fermés, mais on n'a quand même pas envie de dire qu'il est libre. Tout le monde est à peu près là-dessus, ok là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on pallie à ça? Alors, un autre type de position qui essaye de pallier à ça, c'est la position de Frankfurt. Donc jusque-là, j'ai parlé de Frankfurt d'un point de vue un peu négatif pour dire les arguments qu'il proposait contre le principe des possibilités alternatives. Mais il se trouve qu'il a une théorie qui est assez célèbre de ce que c'est être moralement responsable. Et pour Frankfurt, l'idée c'est qu'un agent A fait C librement s'il s'identifie au désir qui cause C. Donc on va dire la différence entre un agent libre et un agent qui est victime d'une addiction d'un TOC, c'est que la personne qui est victime d'une addiction d'un TOC ne s'identifie pas au désir. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'identifier, hein? C'est un peu... Alors il y a une définition très précise chez Frankfurt. Donc Frankfurt, il a un certain type de vocabulaire. Donc il dit, voilà, il y a les désirs de premier ordre, il y a ce qu'on appelle les désirs de premier ordre, c'est ceux qui portent sur des objets ou des actions hein, qui sont en dehors. Et une volition de premier ordre, c'est un désir qui est efficace. C'est-à-dire, j'ai des désirs que je traînerai toute ma vie, mais qui ne se concrétiseront jamais. Hein, comme celui, voilà, d'éclater tel supérieur à coups de batte. Voilà. Ce désir va rester bien au chaud dans un coin de ma tête, mais il ne deviendra jamais une volition. Hein, vous voyez, hein, c'est un peu l'idée. Donc une volition, c'est un désir qui se transfère, qui se concrétise dans une action. Voilà, donc ça, c'est une volition de premier ordre. Et il y a des désirs de second ordre. Un désir de second ordre, c'est des désirs qui portent sur des désirs. Hein, c'est le fait de désirer avoir ce désir. Et je peux aussi désirer non seulement avoir un désir, mais désirer avoir une volition. Hein. Alors, c'est pas la même chose, parce que je pourrais, pour une raison ou pour une autre, je pourrais peut-être souhaiter avoir tel désir, mais sans vouloir qu'il se concrétise. Je n'ai pas bien d'exemple en tête, mais on pourrait imaginer un truc, je ne sais pas, bon, si on prend un cas très simple et très nul, on pourrait dire, voilà, imaginons que quelqu'un propose 10 000 € à toute personne chez qui il identifiera tel désir. Alors je pourrais désirer avoir ce désir, mais peut-être que ça serait dangereux d'avoir ce désir qui se concrétise. Bon voilà, vous voyez un peu la distinction, bref. L'exemple que lui donne, c'est, dans un de ses textes, en tout cas, c'est peut-être qu'on voudrait avoir un désir, de désirer prendre de la drogue pour comprendre. Pas mal. Voilà, ouais, un truc un peu comme ça. Enfin, disons que, du coup, ce qu'il faut pour s'identifier à une action, c'est désirer avoir la volition d'accomplir telle action, si vous voulez. Donc c'est une volition de second ordre, d'une certaine façon. Donc l'idée, c'est que ça permet de traiter les cas qu'on a vus jusqu'ici, parce que bon, bah, son idée, c'est que la personne qui est addicte, elle a un désir d'acquérir cette substance, mais peut-être, pas forcément, hein, qu'elle préférerait ne pas avoir ce désir, vous voyez. Alors bien sûr, ce que Frankfurt dit, bon, après, on peut imaginer le cas de quelqu'un qui est drivé par son désir d'avoir telle substance, et il l'approuve à 100%, il veut continuer à avoir ce désir, dans ce cas-là, il est libre, vous voyez. Et de la même façon, la personne qui a des TOC, Frankfurt dirait, bon, ben, cette personne, elle a ses désirs très urgents d'aller vérifier si tous les placards sont bien fermés.
mais peut-être qu'elle préférait ne pas les avoir, hein, vous voyez. Donc ça, c'est la théorie de Frankfurt, dont Per Boom parle dans le texte. Donc c'est une autre théorie compatibiliste, vous voyez. Et enfin, une troisième théorie compatibiliste dont j'avais vaguement parlé, c'est celle de Fisher et Ravizza. Hein, donc on a déjà parlé de Fisher et de Ravizza. Hein. Leur théorie, c'est l'idée qu'on est... alors c'est ce qu'on appelle la théorie de la sensitivité aux raisons. C'est l'idée qu'un agent est moralement responsable quand son action... alors, il y a plusieurs versions. Quand cet agent est tel qu'il est sensible aux raisons. Qu'est-ce que ça veut dire, sensible aux raisons? Ça veut dire que si les raisons étaient différentes, hein, eh ben, j'agirais différemment. Si j'avais des raisons différentes d'agir. Par exemple, imaginons que là, je vais arrêter le cours à 15h45 parce que c'est l'heure à laquelle le cours est censé se terminer. Si j'étais dans un monde où l'heure à laquelle le cours doit finir, c'est 16h15, j'arrêterais le cours à 16h15. Hein, vous voyez, donc si les raisons étaient différentes, mon action serait différente. Si par contre, je décidais d'arrêter le cours à 15h45, quelle que soit l'heure du cours, même s'il a commencé à 10h du matin, là, je ne serais pas un agent sensible aux raisons. Hein, donc je ne serais pas moralement responsable de mes actions. Vous voyez ? Sauf si j'ai une raison de finir toujours les cours à 15h45, mais bon, ce serait bizarre. Alors, bon, c'est une théorie qui est attractive. Elle a juste un tout petit problème. C'est que, en fait, sous cette formulation-là, elle ne résiste pas au cas Frankfurt. C'est une position compatibiliste qui est détruite par les cas Frankfurt, ce qui est un peu embêtant. C'est-à-dire que dans un cas Frankfurt classique, hein, où la personne m'oblige à faire telle chose si je ne voulais pas la faire, c'est pas vrai que si j'avais eu d'autres raisons, j'aurais agi autrement. Or, Fisher et Ravizza, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils aiment bien les cas Frankfurt. Donc ils ont une théorie un peu modifiée, une version un peu modifiée de cette théorie qui est censée résister au cas Frankfurt, qui est la théorie en termes de mécanisme. C'est l'idée qu'une action je suis moralement responsable d'une action si cette action, si la décision qui mène à cette action est produite par des mécanismes ou des processus psychologiques qui sont sensibles aux raisons. Donc c'est des processus qui sont sensibles aux raisons, c'est-à-dire que si mes raisons étaient autres, alors ce processus donnerait dans un cas normal, si le processus n'est pas bloqué, alors des raisons différentes amèneraient ce processus à aboutir à des décisions différentes. Et l'idée, c'est que ça résiste au cas Frankfurt. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des cas normaux, c'est des cas où on ne laisse pas le processus fonctionner jusqu'au bout. Vous voyez ? Je sais pas. En tout cas, c'est une autre théorie compatibiliste, c'est de dire, voilà, un agent est libre s'il est sensible aux raisons. Et donc, l'argument de la manipulation, oui. Dans un cas d'addiction ou d'acrasie, du coup, on n'est pas sensible aux raisons, c'est ça ? Alors voilà, dans le cas d'addiction, c'est l'idée qu'on n'est pas sensible aux raisons, parce que la personne sait, par exemple, qu'elle ne devrait pas prendre telle substance, qu'elle serait mieux si elle arrêtait, etc., qu'elle ne devrait pas la prendre, mais elle finit par la prendre, en fait, vous voyez. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est sensible à d'autres formes de raisons. Alors, l'idée, c'est qu'elle est sensible à une partie. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de restriction, c'est qu'elle devient sensible qu'à un certain petit nombre de raisons, en fait. Donc l'idée, c'est que la sensibilité aux raisons, c'est une question de degré, en fait, dans cette théorie. Et vous avez, le cas ultime, c'est je ne suis pas du tout sensible aux raisons, mais on ne voit pas trop à quoi ça ressemble, à part des cas de manipulation très étranges. Et il y a l'idée que, des fois, je peux être sensible, mais juste à un nombre très petit de raisons, et j'ai d'autres raisons qui, elles, n'influencent pas. Donc la personne, par exemple, qui est... par exemple, si je me dis, voilà, il faut que je fasse de l'exercice et que je mange moins de chocolat, et que je finis par manger du chocolat, je suis quand même sensible à une raison, c'est que le chocolat c'est bon, hein, je ne vais pas manger du chocolat alors que j'aime pas ça. Donc il y a une partie de responsabilité morale et de liberté, mais il y a plein de raisons il y a plein de raisons auxquelles mon comportement n'est pas sensible, vous voyez, donc je ne suis pas très très libre d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que si je réfléchis, je me dis, oui, le chocolat c'est bon, mais c'est quand même mieux d'être en bonne santé, etc., tout ce que vous voulez, donc ce serait mieux. Et quand vient le moment d'agir, je ne suis pas forcément sensible aux raisons que je juge être les meilleures. Quoi. Ouais, il faut être sensible à toutes les raisons, à tout ce qu'on considère comme des raisons. Voilà, donc l'idée c'est que dans certains cas, c'est pas qu'on ne répond pas aux raisons, mais c'est qu'on a une sorte de zoom qui nous oblige à être, qui nous force à être sensible, qu'il y a un tout petit ensemble de raisons, si vous voulez. Hein. Et qu'on oublie certaines raisons, que ces raisons sont plus opérationnelles. Oui, mais quand on décide de faire de l'exercice et pas de manger du chocolat, on est aussi sensible, il me semble, à un focus particulier. L'idée, c'est qu'on fait le calcul, c'est qu'on juge que c'est plus important que manger du chocolat. Si c'était un cas où je fais le calcul, je me dis, mais en fait, le chocolat, c'est quand même vachement mieux, et c'est pas la peine de faire de l'exercice, mais que finalement,
par un coup de faiblesse de la volonté, je cède à l'attrait du sport et je fais de l'exercice au lieu de manger du chocolat, je ne serai pas libre. Alors c'est vrai que c'est un cas qui arrive un peu moins souvent, mais ce serait pareil, quoi. Donc l'idée, c'est qu'on est capable de répondre à l'ensemble de nos raisons prises en balance, quoi, de les balancer, etc. Ok, donc l'argument de la manipulation de Per-Boom, il a une structure assez simple, hein, que vous avez sûrement compris. C'est déjà de construire un cas de manipulation dans lequel un agent remplit tous les critères compatibilistes, mais comme il est manipulé, on va juger qu'il n'est pas moralement responsable, parce qu'un agent manipulé, techniquement, c'est vraiment le cas paradigmatique de quelqu'un qui n'est pas moralement responsable. Et ensuite, on va essayer de transférer cette intuition à des cas qui ressemblent de plus en plus à des cas d'agents vivant dans un monde déterministe, en changeant à chaque fois un petit peu d'éléments, puis graduellement en transférant cette intuition au cas d'un agent vivant dans un monde déterministe. Donc là, le cas que présente Per-Boom, c'est Green qui tue Madame Peacock. Hein. Il le fait, pas dans un accès de rage, mais parce que c'est pour son avantage personnel. Voilà, peut-être qu'il y a un héritage à la clé, j'en sais rien. Et donc son acte de meurtre est causé par des désirs qui sont les siens. Hein. Il désire tuer Madame Peacock parce que c'est là qu'il se trouve son avantage. Et il a un désir de second ordre de le faire. Hein. Il se dit, voilà, moi je pense que ce qu'il faut, c'est agir rationnellement dans la vie pour faire ce qui garantit mon avantage. Donc il remplit le critère humien, il remplit le critère frankfurtien, hein. Donc il a un désir de second ordre. Et par exemple, peut-être qu'on peut se dire, voilà, il pense que les gens qui se laissent attendrir par la morale, c'est des mauviettes, que si on est vraiment rationnel, il faut abandonner toutes ces considérations de morale, il faut vraiment penser qu'à soi, et d'être une théorie très, très développée sur ce qu'il faut faire. Et il faut penser qu'il est sensible aux raisons. Pourquoi ? Parce que si ça n'avait pas été dans son avantage de tuer cette dame, il ne l'aurait pas fait. Hein, donc il est bien sensible aux raisons. Donc ça, c'est le cas de base. Et Per-Boom dit, voilà, imaginez un cas où en fait Green tue Madame Peacock, mais en fait, il se trouve que c'est un agent qui est manipulé. Alors là, je vais lire le texte en détail parce que le cas est vraiment très bizarre. Le cas 2 est plus facile. Donc, M. Green est comme un être humain ordinaire, sauf qu'il a été créé par des neuroscientifiques qui peuvent le manipuler directement par des ondes radio. Hein. Supposez que ces neuroscientifiques manipulent directement M. Green de façon à ce qu'il s'engage dans le processus de raisonnement par lequel ses désirs sont modifiés et produits, et par lequel ces désirs de premier ordre deviennent efficaces et l'amènent à tuer Madame Peacock, et se conforment à ses désirs de second ordre. Les neuroscientifiques le manipulent en poussant une série de boutons juste avant qu'il commence à raisonner au sujet de la situation, ce qui amène son processus de raisonnement à être rationnellement égoïste. Son processus de raisonnement répond aux raisons, parce que si il y avait eu d'autres considérations, si ça n'avait pas été avantageux pour lui de tuer Madame Peacock, il n'aurait pas tué Madame Peacock, donc c'est sensible aux raisons. Monsieur Green ne pense pas et n'agit pas contrairement à son caractère général, parce que les neuroscientifiques le manipulent de façon à le manipulent tout le temps de cette façon, donc il se conduit toujours de cette façon-là. Donc là, selon Per-Boom, on devrait avoir l'intuition que M. Green n'est pas vraiment responsable de ses actions, hein, parce que tout ce qu'il fait, c'est dirigé par ces neuroscientifiques qui agissent en coulisses. Et pour lui, M. Green remplit tous les critères compatibilistes. Hein. Il agit sur la base d'un désir de premier ordre. Il s'identifie à ce désir avec un désir de second ordre. Et le processus est sensible aux raisons. Bon, alors, je ne sais pas à quel point vous êtes convaincus, parce que en fait, c'est très dur exactement de voir ce qui se passe dans ce cas, hein, exactement quelle est l'action des scientifiques. Par exemple, on pourrait dire, oui, il est sensible aux raisons, mais il n'est pas sensible aux raisons de façon étendue, en fait. Il est sensible aux raisons uniquement aux raisons qui servent son avantage personnel. Peut-être que si on le lâchait un petit peu, il pourrait prendre des raisons morales en compte, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un deuxième cas qui est un peu plus clair, et souvent, alors il y a plusieurs arguments de la manipulation, hein, ça c'est vraiment juste l'argument Princeps, on peut le décliner de plein de façons. Il y a Mealy qui vient de publier un bouquin qui est entièrement sur les arguments de manipulation. Je n'ai pas encore eu le temps de trop le bouquiner, mais c'est que sur ça, donc voilà, il y a plein de façons de le faire. Mais en général, les cas ressemblent plutôt à celui-là, qui est un peu plus clair. C'est M. Green est comme un être humain ordinaire, mais il a été créé de toutes pièces par des neuroscientifiques qui ne le contrôlent pas directement, hein, mais qui ont fait en sorte, quand ils l'ont construit, de faire en sorte qu'il serait un égoïste rationnel comme ça. Voilà. C'est clair, ils ont fait en sorte que ses désirs
Ce seraient des désirs égoïstes et qui chercheraient rationnellement à satisfaire ces désirs égoïstes. C'est inscrit dans qui il est, quoi. C'est comme ça. Et donc, du coup, comme il est fait comme ça, bah, il est causalement déterminé à tuer Madame Peacock parce que c'est son avantage de tuer Madame Peacock, etc. Et là, ce que dit Père Boom, c'est bon, bah là, clairement, bon, vous n'allez pas m'embêter, là, il n'est clairement pas moralement responsable de ses actions parce qu'il a été créé comme ça, hein, j'ai été fait de cette façon-là, voilà. Mais bon, il a quand même l'air de remplir tous les critères compatibilistes. Enfin, je pense que c'est à peu près plus clair dans ce cas-là comment ça fonctionne. Là, c'est plus dur, effectivement, de dire qu'il ne remplit pas les critères compatibilistes. Hein. Et donc, ce que propose de faire Père Boom, c'est de dire, bon, ben voilà, on va transférer cette intuition à des cas de plus en plus mondains. Le cas numéro 3, c'est bon, bah, là, M. Green, il n'a pas été créé par des neuroscientifiques, il a été élevé de façon très drastique par la société dans laquelle il vit. Hein, ils l'ont élevé de telle façon que ce n'était pas possible qu'il se comporte autrement et qu'il ne finisse pas par être un égoïste rationnel, etc. Et l'idée, c'est bon, bah, là, dans ce cas-là, c'est pas très différent du cas 2, en fait. Hein. Pourquoi le fait de remplacer des neuroscientifiques par l'éducation devrait changer quoi que ce soit? Alors bon, on a vu qu'effectivement, les intuitions des gens changeaient là-dessus, mais dans l'argument, l'idée, c'est que ça ne devrait pas faire de différence. Et finalement, on arrive au 4e cas, qui est, bon, bah, c'est un monde dans lequel, bon, bah, M. Green n'a pas suivi d'endoctrinement particulier dans sa jeunesse, mais il vit dans un monde déterministe, de telle sorte que bah, ses désirs sur la base desquels ils agissent, ils sont le fruit d'un processus déterministe, un processus aussi déterministe que l'était l'éducation au cas 3 ou que l'était la création des neuroscientifiques au cas numéro 2. Donc s'il n'était pas responsable dans les cas précédents, il ne devrait pas être moralement responsable dans ce cas-là. Okay. Voilà. Tout le monde voit à peu près comment procède l'argument. Alors ce qui est important de voir, c'est qu'en fait il y a deux versions de cet argument, hein, enfin deux versions des arguments de la manipulation en général. Celle qui est proposée dans le texte de Père Boom, c'est ce qu'on appelle l'argument direct ou en termes de transfert. C'est l'idée qu'on prend une intuition sur un cas et puis après on la transfère à d'autres cas en disant il n'y a pas de différence moralement pertinente. On n'explique pas pourquoi il n'est pas moralement responsable, on dit juste « Ah, les cas sont pareils, donc ça doit marcher pareil ». Et ça s'oppose à d'autres versions de l'argument de la manipulation, qui sont ce qu'on appelle les arguments indirects ou en termes d'explication. Ça consiste à dire bon, ben, dans le cas 1, il n'est pas moralement responsable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas moralement responsable? À cause de ça. Or, ben, cet élément est présent aussi dans le cas 2, donc dans le cas 2, il va aussi être pas moralement responsable, etc. Pour prendre un truc similaire, si vous vous rappelez le cas de l'enfant dans la mare de Singer, ben, le cas de l'enfant dans la mare de Singer, vous pouvez faire de la même manière. Ce que fait Singer, c'est qu'il prend le cas de l'enfant dans la mare, puis il dit, voilà, la règle qu'on peut en tirer, c'est qu'on doit sacrifier de l'argent à partir du moment où ça fait plus de bien que ça nous fait de peine, et donc il en déduit qu'on doit donner de l'argent au pays du tiers-monde, etc., etc. Ça, c'est un argument indirect, vous voyez, il passe par un principe. Mais il y a des gens, d'autres personnes qui ont repris des arguments de Singer, mais qui le font de façon directe, qui disent juste, bah, vous voyez, là, on doit forcément sacrifier des choses pour sauver l'enfant, et il n'y a pas de différence pertinente entre ce cas-là et le cas de donner de l'argent pour des gens dans le besoin, donc il faut le faire. Vous voyez la différence entre les deux? Il y en a un où on essaie de formuler une sorte de principe qui expliquerait, pour ensuite l'appliquer aux autres cas, et un où on dit, ouais, bah, c'est pareil, en fait. Donc ça doit marcher pareil. Et chaque version a ses propres défauts et ses propres avantages. Une critique qui est faite à la version directe de Père Boom, c'est la suivante, c'est de dire que cette version, elle permet de conclure qu'un agent dans un monde déterministe n'est pas moralement responsable, parce qu'on a bien transmis l'intuition d'un cas à l'autre, si vous voulez. Mais on ne peut pas dire que c'est à cause du déterminisme, parce que ça se trouve, c'est une autre feature, c'est un autre trait du cas 1 ou du cas 2 qui fait que l'agent n'est pas moralement responsable. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le déterminisme. Hein. Donc ça, c'est une critique que fait Mealy, par exemple. Il dit, voilà, mais maintenant, si je reprends un argument de la manipulation et que je dis, voilà, bah, les savants, ils ont créé cet homme-là, mais ils l'ont créé par un processus indéterministe, hein, qui fait que, bon, il est forcé, il est forcé d'agir dans 50% des cas de telle façon et 50% des cas dans telle autre, mais il n'a pas le choix, quoi. Mealy va dire, bon, est-ce que ça change beaucoup la responsabilité morale, quoi, hein, vous voyez?
Donc il semblerait que ce soit pas effectivement le type dans le cas de la manipulation n'est pas moralement responsable, mais c'est pas clair que ça ait quelque chose à voir avec le déterminisme en fait. Hein, donc c'est peut-être pas le déterminisme. Donc on est d'accord que l'argument conclut que dans le cas 4, la personne n'est pas moralement responsable, donc que la personne qui vit dans un monde déterministe n'est pas responsable, mais c'est peut-être pas à cause du déterminisme. Oui. Je suis pas sûr de très bien suivre le raisonnement. Du coup, si c'est pas à cause du déterminisme, ça serait à cause de quoi? Ah bah, c'est toute la question. Après, il y a plusieurs interprétations. L'idée, ça pourrait être que, alors j'aurais pas le temps aujourd'hui, mais alors Mealy, par exemple, c'est quelqu'un qui est externaliste. J'en ai pas encore parlé, qui pense que le processus par lequel on arrive à avoir c'est quelqu'un qui est presque incompatibiliste, qui pense qu'à partir du moment où on agit sur la base de ses désirs, on est moralement responsable, mais que par contre, il y a une clause sur comment ces désirs doivent être formés. C'est qu'il y a des bons processus et des mauvais processus. Alors, à quoi on reconnaît le bon processus? L'idée, c'est que si on a été créé de façon par des scientifiques, c'est un mauvais processus. Après, il faut... Voilà, donc en fait, ce n'est pas le déterminisme, c'est le type de processus par lequel il a été amené à avoir ses désirs qui n'est pas bon. Mais même si le fait que ce soit un processus déterministe ou pas déterministe n'est pas pertinent. C'est que ça soit une sorte de processus d'endoctrinement. Oui, les cas 1 à 3, l'agent n'est pas responsable. Par contre, pour le cas 4, oui. Ça dépend. C'est potentiellement oui dans le cas 4. Et d'ailleurs, dans le cas 3 aussi, hein, ça peut se discuter. Mais ça dépend de quelle est la nature du processus. Il faudrait détailler, en fait. Et en quoi c'est un élément pertinent? Alors, ouais, moi, je ne suis pas très convaincu. Et ça fait un moment que je n'ai pas plongé là-dedans. C'est l'idée que les désirs... pour que les désirs, pour être moralement, il faut agir sur la base de désirs qui se sont développés d'une certaine façon organiquement, qui n'ont pas été forcés en venant de nulle part par un effet de rupture. Il faut que c'est une histoire continue avec le reste de notre vie, si vous voulez. Hein. Donc là, l'idée, c'est que le mec, il a été créé comme ça, avec ces désirs-là. Tu vois, ces désirs, ils ne se sont pas développés au cours de sa vie, par ses expériences, des choses comme ça. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup de me battre en quoi c'est pertinent. Mais c'est ça à peu près la théorie. Je voudrais que je replonge dessus pour être sûr, mais oui. Du coup, je me disais que l'opposé du déterminisme, c'était pas le libre arbitre, mais l'indéterminisme, qui n'est pas égal au libre arbitre, puisque comme vous venez de le dire, on pourrait programmer cette question-là. Un robot qui aurait une chance sur 2 à chaque fois de ses choix, et du coup, il ne serait pas déterminé, il serait indéterminé, mais en même temps, il n'aurait pas le libre arbitre. Ouais. C'est à peu près la théorie de Per Boom, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant le déterminisme en tant que tel que le fait que nos décisions soient le fruit de processus sur lesquels on n'a pas de contrôle. Le truc, c'est que déterminisme, en général, c'est quand même un terme technique qui a toujours voulu dire que ça découlait à 100%. Donc, on garde déterminisme pour cette idée. Mais oui, l'idée de Per Boom, c'est que ce n'est pas le déterminisme en tant que tel, c'est le déterminisme, parce que le déterminisme, c'est un sous-cas du fait que nos décisions soient le fruit d'un processus sur lequel on n'a pas de contrôle. Ouais. Mais donc là, la réponse de Mealy, elle ne fonctionne pas. Alors, ça dépend. Ça dépend, effectivement. L'une des conclusions de l'objection de Mealy, ce serait de dire, en fait, du coup, l'argument, il nous amène à conclure qu'en fait, on pourrait utiliser juste le même argument pour conclure que aussi dans un cas indéterministe, l'agent ne serait pas moralement responsable. Et du coup, le hard déterministe est content. Il faut voir que c'est juste qu'il considère que l'objection... Par contre, on ne peut pas en conclure que le déterminisme est incompatible avec la responsabilité morale. Hein, tu vois, c'est quelque chose d'autre qui est responsable. C'est le type de conclusion qu'on peut en tirer, si tu veux. Ce n'est pas le déterminisme en tant que tel, c'est autre chose, un autre point de vue de ce cas-là. Et je ne me rappelle plus exactement après ce que lui, il en tire comme conclusion, mais voilà, ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas le déterminisme en tant que tel. Donc, si on définit l'incompatibilisme comme l'idée que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme, la conclusion n'est pas atteinte. Après, ce n'est pas sûr que ce soit très très important, effectivement, mais voilà. Et le défaut de la version indirecte, je vais finir là-dessus, celle qui passe par l'explication, c'est que la version indirecte, elle permet de conclure que c'est bien le déterminisme qui est incompatible avec la responsabilité morale, puisque la version indirecte de l'argument, elle dirait comme ça, elle dirait, dans le cas 1 ou 2, l'agent n'est pas moralement responsable.
Pourquoi il n'est pas moralement responsable? Clairement parce qu'il est déterminé. Donc, du coup, dans le cas 3 et cas 4, comme il est aussi déterminé, il n'est pas moralement responsable, vous voyez? Bon, le problème de cet argument, c'est que l'explication, elle ne marche pas parce que si on met de l'indéterminisme dans le cas de manipulation, on a quand même la même intuition. Donc là, on a encore... Donc là, donc l'idée, c'est que la version directe peut fonctionner, mais n'amène pas à la conclusion désirée, et que la version indirecte pourrait amener à cette conclusion très précise que c'est bien le déterminisme qui est incompatible avec la responsabilité morale, mais qu'elle a ce contre-exemple-là. Alors bien sûr, ce qu'on disait, c'est que le fait que la version directe foire de cette façon, ça peut être un problème ou pas un problème. L'idée, c'est que si vous êtes un incompatibiliste, mais pas hard déterministe, c'est un peu triste pour vous, parce que vous aviez cet argument, puis il vous pète un peu à la tête, en fait. Hein. Si vous êtes un hard déterministe, je pense que vous pouvez vous en sortir d'une manière ou d'une autre, quoi. Parce que vous pourriez dire, bon, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de prouver que le déterminisme est incompatible avec la responsabilité morale, que de prouver que la responsabilité morale est impossible, quoi. Donc ça dépend vraiment quels sont vos objectifs, encore une fois, précisément. Mais je regarderai un peu l'article de Meillet pour voir comment il s'en sort. Voilà, donc on va arrêter ici. Alors du coup, c'est un peu embêtant parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur l'argument de la manipulation, mais j'aurai sûrement pas assez pour tenir tout le prochain cours. Bon, je vais réfléchir à ce que je vous donne à faire pour la semaine prochaine.